Je m'appelle Julian Kensington, j'ai 36 ans et pendant 8 incroyablement longues et agonisantes années, j'ai bâti en secret un empire financier mondial de 70 milliards de dollars, pendant que ma famille me regardait avec rien d'autre qu'une pitié absolue et un dégoût sans filtre. Lors du 40e anniversaire de mariage somptueux de mes parents, mon propre frère Victor s'est tenu devant 200 des invités les plus élitistes de la ville, a levé son verre de champagne millésimé importé, et m'a ri au nez. Il m'a regardé, moi, le soi-disant échec de la famille, la déception silencieuse, et a ricané. Il m'a dit que je ne faisais que rester assis à la maison à lire des livres inutiles. Il m'a traité de véritable honte pour le nom des Kensington. Pendant ce temps, il s'est vanté d'être le PDG d'une entreprise de plusieurs millions de dollars marquant l'histoire. Il attendait de moi que je me rapetisse. Il voulait que je regarde mes chaussures de honte devant tout le country club pour m'excuser de simplement exister dans sa magnifique ombre. Mais il y avait une chose que Victor ne savait pas. L'entreprise même dont il se vantait d'avoir fait l'acquisition, la gigantesque transaction technologique qui, selon lui, scellerait son héritage pour toujours, était déjà à moi. Je la possédais. Je possédais tout. Et dans exactement 12 heures, ils se tiendraient dans mon bureau, complètement dépouillés de leur arrogance, à supplier ma clémence. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai détruit l'ego de mon frère et repris l'héritage de ma famille, appuyez sur le bouton j'aime si vous croyez que la vraie justice rattrape toujours les personnes arrogantes. Et s'il vous plaît, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Nous construisons une communauté ici. Maintenant, retournons là où ce cauchemar a vraiment commencé. Vous devez comprendre la famille Kensington pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et pourquoi j'ai gardé le secret de 70 milliards de dollars cachés aux personnes qui étaient censées m'aimer sans condition. Nous étions de la haute société d'autrefois. Nous étions le genre de famille qui se souciait plus des réglementations strictes du syndicat de copropriété, des adhésions exclusives au country club et du genre de voiture que vous gariez dans l'allée que de véritables connexions humaines. Mon père, Richard, mesurait la valeur d'un homme strictement à son salaire annuel et à l'expansion agressive de son portefeuille immobilier commercial. Ma mère Diana traitait la vie comme un concours de beauté sans fin et épuisant. Pour eux, les enfants n'étaient pas des êtres humains à chérir. Les enfants n'étaient que de brillants accessoires à exhiber lors des dîners de Thanksgiving et des galas de charité de la haute société. Si vous ne pouviez pas faire l'objet de vantardises autour d'une partie de golf ou d'un martini, vous étiez complètement inutile pour eux. Victor était l'enfant chéri. Dès le moment exact où il a su marcher, il a été préparé pour la grandeur. Il était bruyant, agressif, incroyablement imbu de sa personne et parfaitement taillé pour s'adapter au moule d'entreprise impitoyable de mon père. Victor jouait au golf avec les bons investisseurs. Il sortait avec des femmes dont les pères siégeaient dans les bons conseils d'administration, et il n'hésitait jamais à marcher sur le cou de quelqu'un pour obtenir une promotion dans la firme de mon père. Mes parents récompensaient activement ce comportement sociopathe. Ils appelaient cela de l'ambition. Ils appelaient cela de la niaque. Ils encourageaient chaque trait toxique qu'ils possédaient parce que cela correspondait à leur vision tordue du succès. Et puis il y avait moi. J'étais le calme. J'aimais observer la pièce avant de parler. Je trouvais mon réconfort dans la grande bibliothèque bordée de chaînes de notre domaine familial. Bien loin des disputes hurlées et des conversations de dîner superficielles qui dominaient le reste de la maison. Pendant que Victor détruisait sa première voiture de sport à 16 ans, un pétrin juridique majeur que mon père s'est empressé de payer un avocat très cher pour étouffer afin d'éviter un procès, j'étudiais les tendances des marchés mondiaux. Je lisais intensément sur les effondrements économiques historiques, comprenant exactement comment la vraie richesse était réellement construite et détruite au fil des générations. Mais aux yeux de ma famille, la lecture ne produisait pas un résultat bruyant et tape à accent grave l'œil. Par conséquent, j'étais un échec. La division entre Victor et moi est devenue un gouffre béant et infranchissable au moment d'aller à l'université. Mes parents ont vidé avec plaisir un fonds d'études colossal pour envoyer Victor dans une école de commerce de la Ivy League. Il a passé 4 ans à faire la fête, à réseauter avec d'autres gosses de riches, et à obtenir à peine ses diplômes. Quand ce fut mon tour, mon père m'a fait asseoir dans son bureau en acajou sombre, s'est versé un verre de scotch coûteux, et m'a dit directement en face que me payer des études de commerce serait un très mauvais retour sur investissement. Il a refusé de payer un seul centime. J'ai payé mes propres études dans une université d'État. J'ai étudié les sciences de l'information et l'économie, effectuant des services de nuit éreintants et épuisants dans une librairie locale juste pour me payer mes livres et mon loyer.
J'ai appris la valeur d'1 $ pendant que Victor apprenait à mettre des vers sur l'addition de son père. Lorsque mon grand-père est décédé, la dynamique a légèrement changé. Il était le seul homme de la famille qui voyait réellement mon potentiel, qui comprenait que l'observation silencieuse était une force, pas une faiblesse. Ses funérailles ont été un cirque absolu de fausses larmes, avec des proches tournant autour de son domaine comme des vautours avides attendant de nettoyer les os. Il m'a laissé un héritage modeste directement, le verrouillant explicitement dans une fiducie blindée afin que mon père et Victor ne puissent pas en toucher un seul centime. Ce n'était pas des milliards, mais c'était assez de capital de départ pour un homme qui savait exactement quoi en faire. C'était l'allumette qui allait finalement déclencher l'incendie. Quand j'ai obtenu mon diplôme, je n'ai pas cherché un poste d'entreprise impitoyable chez Kensington Industries. J'ai pris un poste de bibliothécaire en chef à la bibliothèque centrale de la ville. Ma mère a réellement pleuré le jour où je le lui ai dit. Elle n'a pas pleuré de fierté ou de bonheur de voir son fils trouver sa voie. Elle a pleuré amèrement parce qu'elle devait dire à ses amis superficiels du country club que son fils était un employé public. Elle a traité mon choix de carrière comme un diagnostic terminal. Il pensait que je me contentais d'une vie médiocre. Il pensait que j'avais peur du monde réel, me cachant derrière des couvertures poussiéreuses et des allées silencieuses parce que je ne pouvais pas gérer la pression des affaires. Il n'avait absolument aucune idée que la bibliothèque publique était la couverture impénétrable parfaite pour le plus grand coup financier de la décennie. Demain, tout l'empire de Victor s'évaporerait dans l'air, et tout ce que j'avais à faire était de tourner une seule page. La bibliothèque centrale de la ville est une magnifique forteresse vieillissante de pierres solides et de hautes baies vitrées. Pour le public, j'étais juste Julien, le gars poli en gilet qui recommandait des biographies historiques, gérait méticuleusement les archives du comté et organisait des programmes de lecture communautaire pour les enfants locaux. J'aimais sincèrement l'odeur du vieux papier, le ronronnement calme de la climatisation industrielle. La paix absolue que le bâtiment m'apportait. C'était l'opposé exact de l'environnement bruyant, toxique et à haut risque de la table à manger des Kensington, où chaque conversation était une compétition et chaque compliment un piège. Mais juste derrière mon modeste bureau de bibliothécaire en bois se trouvait une lourde porte en chêne qui menait à mon bureau privé. Et derrière un faux mur renforcé dans ce bureau se trouvait une salle de serveur régulée en température qui semblait appartenir au siège d'une agence de renseignement mondial. Cette pièce cachée était le centre nerveux absolu de Vance Global Partners, la société de capital investissement que j'avais fondée sous un pseudonyme juridique fortement protégé il y a 8 ans. J'avais choisi le nom de Vance délibérément parce qu'il sonnait vieux, établi et respectable. C'était le genre de nom que mon père vénérerait aveuglément s'il l'entendait jamais mentionner sur les chaînes d'information financière. J'ai lancé la société avec ce petit héritage de mon grand-père. Pendant que Victor achetait des montres coûteuses, louait des voitures de sport exotiques pour impressionner ses amis superficiels, et perdait de l'argent dans de mauvais paris, j'investissais silencieusement et agressivement dans les marchés technologiques asiatiques émergents. Au fil des ans, mes investissements ont fait boule de neige pour devenir une avalanche financière imparable. J'ai racheté des chaînes d'approvisionnement défaillantes, restructuré impitoyablement leurs équipes de direction et les ai revendues pour des profits colossaux et sans précédent. J'ai acquis des conglomérats immobiliers commerciaux à travers l'Europe. Je possédais des compagnies maritimes entières dans l'océan Pacifique. Je déplaçais des milliards de dollars chaque semaine, négociant avec des ticônes internationaux et des responsables gouvernementaux, tout en souriant et en tamponnant des dates de retour sur des livres de bibliothèque pour les résidents locaux. Mon bras droit dans toute cette opération était Maya. Pour les usagers de la bibliothèque, Maya était mon assistante bibliothécaire au parler doux qui aidait les adolescents à trouver la section fiction. En réalité, elle était la directrice des opérations de Vance Global Partners. Elle avait un esprit comme un piège d'acier, un master en finance internationale qu'elle gardait complètement caché du public, et elle était totalement impitoyable lorsqu'il s'agissait de négociations d'entreprise. Elle était le bouclier impénétrable qui me permettait de rester complètement anonyme pendant que nous conquérions le monde financier. C'était un mardi après-midi pluvieux quand la paix de mon sanctuaire a été violemment brisée. Je me tenais près de la section des livres rares, archivant soigneusement un manuscrit fragile du XVIIe siècle, quand j'ai entendu le cliquetis inconfondable et arrogant de chaussures en cuir coûteuses sur le sol en marbre. Je n'avais même pas besoin de me retourner pour savoir que le cauchemar franchissait mes portes. Victor se tenait là, portant un costume italien sur mesure qui coûtait plus cher que mon soi-disant salaire annuel. Il a regardé autour de la bibliothèque avec une expression de dégoût pur et sans filtre, comme si la présence même de gens ordinaires et travailleurs offensait ses délicates sensibilités de privilégiés.
Il a regardé une jeune mère lisant à son tout petit comme si elle était une maladie contagieuse. J'ai replacé le livre ancien dans son étui de protection, l'ai verrouillé en toute sécurité et me suis tourné pour lui faire face. J'ai gardé ma voix parfaitement neutre. Je lui ai demandé à quoi je devais le plaisir de sa visite. Il a ricané, vérifiant sa lourde montre en or, une pièce qu'il étalait constamment pour établir sa dominance sur quiconque il jugeait inférieur à lui. Il m'a dit que notre mère l'envoyait. Elle voulait s'assurer que j'allais réellement venir à la fête d'anniversaire le vendredi. Il a ricané en disant qu'elle était terrifiée à l'idée que j'embarrasse la famille en portant quelque chose de prêt-à-porter d'un magasin de déstockage, prétendant que cela ferait exploser sa tension artérielle. J'ai enfoui l'envie intense de faire jeter cet individu hors de mon bâtiment par la sécurité. Je lui ai calmement assuré que je serais là et que mon costume serait parfaitement convenable. Victor s'est approché tout près, envahissant mon espace personnel, son haleine sentant le café rassis et les bonbons à l'amande coûteux. Sa voix dégoulinait de condescendance lorsqu'il m'a dit qu'il n'était pas trop tard pour arrêter d'être une si grande déception pour le nom de la famille. Il s'est vanté haut et fort qu'il bouclait une affaire énorme cette semaine, Apex Tech. Il a prétendu que cela allait rendre Kensington Industries intouchable, qu'il contrôlerait tout le marché des puces électroniques. Il a ensuite proposé avec une sarcasme débordant de me trouver une place dans son service du courrier ou peut-être pour gérer ses archives d'entreprise. Il a dit qu'il voulait me donner un vrai travail, quelque chose à mettre dans une retraite avant que je ne meure de faim avec le salaire pitoyable d'un bibliothécaire. J'ai gardé le visage complètement inexpressif. Je lui ai dit que j'étais parfaitement satisfait là où j'étais, mais je lui ai souhaité bonne chance avec Apex Tech, notant que j'avais entendu dire qu'ils étaient assez imprévisibles dans leurs négociations. Il a ri, un son rauque et grinçant qui a résonné terriblement dans la bibliothèque silencieuse, attirant des regards agacés de plusieurs usagers. Il a balayé le mot imprévisible d'un revers de main. Il s'est vanté d'avoir les meilleurs avocats de tout l'État. Il a explicitement nommé Simon Vance, prétendant que je ne le connaîtrais pas parce que Simon s'occupait d'argent réel et de vrais pouvoirs. Victor a déclaré que l'affaire était complètement verrouillée et qu'il était invincible. Après que Victor s'est enfin pavané hors de la bibliothèque, laissant une traînée suffocante d'eau de Cologne coûteuse derrière lui, je suis resté complètement figé pendant exactement 10 secondes. Puis je suis retourné directement à mon bureau, j'ai verrouillé la lourde porte en chaîne et je suis entré dans la salle des serveurs sécurisés. Maya était déjà au moniteur, le visage pâle, les yeux grands ouverts par une panique absolue. Je lui ai demandé si elle l'avait entendu. Elle a hoché la tête rapidement, ses doigts volant sur le clavier lumineux pour ouvrir nos dossiers juridiques cryptés. Elle m'a dit que nous avions un problème catastrophique majeur. Simon était notre avocat d'affaires principal. C'était l'homme exact qui avait monté toutes les sociétés écrans complexes pour Vance Global Partners. Simon était un avocat d'affaires très en vue et incroyablement cher. Nous lui payions des millions de dollars en honoraires spécifiques pour garder mon identité totalement secrète et pour naviguer dans les complexités juridiques de nos acquisitions mondiales. S'il travaillait avec Victor sur l'affaire Apex Tech, il y avait un conflit d'intérêts colossal. Mais alors que Maya creusait plus profondément dans les fichiers cachés, nous avons réalisé que c'était bien pire qu'un simple conflit. En moins de 10 minutes de recherche dans les journaux de serveurs, les communications cachées et les transferts financiers offshore, mon sang n'a fait qu'un tour. Simon ne travaillait pas seulement pour Victor sur une affaire séparée. Simon me trahissait activement et malicieusement. Il alimentait Victor en données manipulées et complètement fabriquées sur Apex Tech. Simon encourageait mon frère à surendetter agressivement Kensington Industries pour acheter une entreprise que Simon savait que Vance Global Partners était déjà en train d'acquérir silencieusement pièce par pièce. Simon jouait sur les deux tableaux, prévoyant d'extraire d'énormes honoraires juridiques de l'acquisition vouée à l'échec de Victor, tout en espérant que je ne remarquerais pas le chevauchement avant que les papiers ne soient signés et que ces honoraires ne soient crédités à la banque. J'ai serré le bord du bureau si fort que mes articulations sont devenues blanches. La trahison faisait mal, mais la pure incompétence téméraire me rendait furieux. J'ai dit à Maya que Simon vendait à Victor des informations totalement bidons. Simon préparait mon frère à un échec financier catastrophique, le faisant marcher droit vers un précipice juridique. Maya m'a regardé intensément, attendant l'ordre de détruire la carrière de Simon. Elle m'a demandé ce que nous allions faire. Je me suis renversé dans mon fauteuil ergonomique, fixant le plafond d'un air absent. Une petite partie pitoyable de moi, le frère qui voulait juste une famille normale, voulait décrocher le téléphone, appeler Victor et l'avertir du piège. Mais je me suis ensuite rappelé son ricanement.
Je me suis rappelé les décennies d'humiliation incessante. Je me suis rappelé avoir été traité comme de la saleté sur sa chaussure coûteuse. J'ai dit à Maya que nous ne ferions absolument rien pour arrêter Simon. Nous laisserions Simon lui donner les faux documents. Nous laisserions Victor se sentir entièrement invincible. Nous allions utiliser la trahison de Simon pour piéger Victor parfaitement. J'ai ordonné à Maya de préparer les papiers d'acquisition finaux pour Apex Tech. Nous allions boucler l'affaire cette semaine et nous allions laisser Victor le découvrir à la télévision nationale. Je pensais avoir tout orchestré, mais j'étais sur le point de découvrir un secret qui ébranlerait les fondations même de ma famille. Les 48 heures suivantes ont été une leçon magistrale et brutale de guerre psychologique et financière. L'affaire Apex Tech n'était pas juste une entreprise de plus. C'était le fleuron absolu du marché technologique asiatique. Il fabriquait des puces électroniques très avancées qui étaient sur le point de devenir la norme industrielle obligatoire et réglementée au niveau fédéral pour les véhicules électriques dans le monde entier. Quiconque contrôlait Apex contrôlait tout l'avenir du transport mondial. Monsieur Yamamoto, le fondateur milliardaire excentrique et brillant d'Apex, était notoirement difficile en affaires. Il refusait catégoriquement de vendre à des corporations américaines bruyantes et tapa à accent grave l'œil qui ne cherchaient qu'à dépouiller l'œuvre de sa vie pour en revendre les pièces afin de gonfler artificiellement leurs résultats trimestriels. Il voulait un partenaire qui respectait l'héritage de sa technologie et possédait la discipline silencieuse nécessaire pour la faire fructifier pendant des décennies. Victor, aveuglé par son arrogance infinie et suffocante, pensait pouvoir acheter le respect de Yamamoto avec des dîners somptueux dans des restaurants étoilés Michelin, des menaces juridiques agressives et de vaines promesses de domination du marché. Simon encourageait activement les tactiques agressives et insensées de Victor, lui assurant que cela fonctionnait parfaitement, préparant le terrain pour que Victor emprunte de plus en plus d'argent afin de financer l'offre d'achat hostile. Mais je discutais directement avec Monsieur Yamamoto sous mon pseudonyme sécurisé depuis si longs mois. Nous avions parlé de philosophie, de viabilité du marché à long terme et de respect mutuel. Il ne me connaissait que comme l'énigmatique fondateur de Vance Global. Il avait entièrement confiance en ma vision. Mercredi tard dans la nuit, la bibliothèque était fermée. Les lumières étaient tamisées pour ne laisser qu'une douce lueur. J'examinais minutieusement les contrats finaux, m'assurant que chaque faille juridique était hermétiquement scellée. Quand Maya a fait irruption dans mon bureau, elle n'a même pas pris la peine de frapper, et le regard de terreur pure et sans mélange sur son visage m'a fait tordre l'estomac instantanément. Elle a fait glisser une tablette fortement cryptée sur mon bureau. Ses mains tremblaient physiquement. Elle m'a dit que je devais regarder l'écran immédiatement. Elle m'a expliqué qu'elle effectuait une vérification financière standard sur Kensington Industries pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'enchevêtrement juridique caché avant que nous ne retirions le tapis sous les pieds de Victor. Mais elle avait trouvé autre chose. Quelque chose de bien pire que la trahison de Simon. J'ai regardé l'écran lumineux. C'était une traînée complexe et emmêlée de transferts bancaires hautement confidentiels, d'actes de propriété et d'accords de dette d'entreprise. J'ai lu les documents une fois, puis deux, essayant de traiter les données. J'ai senti l'air quitter complètement mes poumons. Mon père Richard et ma mère Diana avaient silencieusement souscrit un prêt d'entreprise colossal à haut taux d'intérêt. Mais ce n'était pas la pire partie du cauchemar. Pour sécuriser la somme exorbitante d'argent liquide exigée par Victor pour finaliser son offre hostile sur Apex Tech, mes parents avaient secrètement hypothéqué le domaine familial. Ils avaient complètement liquidé l'intégralité de leur portefeuille de retraite. Ils avaient imprudemment engagé les fonds de fiducie qui étaient dans notre famille depuis 4 générations. Chaque centime auquel ils avaient accès. Chaque parcelle d'immobilier de premier ordre, chaque once de leur héritage, ils l'avaient remis à Victor sur un plateau d'argent. J'ai murmuré à la pièce vide qu'ils avaient parié toute la maison sur Victor. La réalité écrasante de leur stupidité s'est effondrée sur moi. Maya a pointé un doigt tremblant vers une signature numérique au tout bas de l'accord de prêt. Elle m'a dit de regarder exactement qui avait négocié le prêt, de regarder qui détenait l'acte physique de propriété du domaine de ma famille. À ce moment précis, j'ai fait un zoom sur la signature. C'était Harrison. Harrison était le plus ancien ami de mon père, son partenaire de golf hebdomadaire de confiance, l'homme que j'avais grandi en appelant oncle Harrison. Harrison possédait la société de capital investissement incroyablement agressive qui avait émis le prêt prédateur. Les termes du contrat étaient absolument draconiens. Si l'affaire de Victor échouait, si Kensington Industries manquait un seul paiement, Harrison avait le droit juridique absolu de saisir le domaine Kensington immédiatement.
Ils pouvaient légalement dépouiller mes parents de tous leurs biens restants, forcer une liquidation complète et totale, et ruiner complètement ma famille du jour au lendemain. Harrison n'était pas un ami. C'était un vautour patient et calculateur, attendant que l'arrogance de mon frère nous détruise tous. Et il utilisait activement Simon pour s'assurer que Victor marche droit vers l'abattoir financier. Si cela arrivait, le stress à lui seul détruirait absolument mes parents. Cela mènerait sans aucun doute à un divorce incroyablement laid et extrêmement public. Le grand orgueil de mon père ne survivrait pas à l'humiliation brutale de perdre sa richesse et sa maison au profit de son soi-disant meilleur ami. Ma poitrine s'est serrée jusqu'à ce qu'il devienne physiquement douloureux de respirer. La trahison était si profonde, si absolue, qu'elle semblait totalement irréelle. Mes parents étaient insensés. Oui, ils étaient superficiels, extrêmement matérialistes et horriblement cruels avec moi toute ma vie. Mais ils étaient sur le point de perdre le toit même au-dessus de leur tête parce qu'ils avaient fait aveuglément et stupidement confiance à leur enfant chéri et à un ami de toujours qui les poignardait systématiquement dans le dos pour du profit. J'ai arpenté le sol de la salle des serveurs sécurisés. Le doux ronronnement des machines ne faisait absolument rien pour calmer mon esprit emballé et paniqué. Le conflit me déchirait l'âme. Si je laissais Victor continuer et me retirais de ma propre affaire, Victor achèterait Apex Tech. Mais il le ferait à des conditions extrêmement toxiques. Le fardeau de la dette colossale écraserait Kensington Industries en un an de toute façon, et Harrison prendrait toujours tout ce qu'il possédait. Si j'intervenais et achetais Apex Tech moi-même, exactement comme je l'avais prévu, l'affaire de Victor s'effondrerait instantanément le vendredi. Le prêt massif qu'il avait pris auprès de Harrison serait immédiatement en défaut parce qu'il n'y aurait absolument aucun actif en garantie à présenter pour les milliards empruntés. Mes parents seraient financièrement ruinés dès vendredi matin. Je serais l'architecte direct de la destruction totale de ma propre famille. Maya m'observait me décomposer, sa voix douce mais ferme. Elle a exposé les faits bruts. Si j'acquérais Apex, ma famille était détruite immédiatement. Si je me retirais, Victor détruisait l'entreprise lentement, et Harrison gagnait quand même à la fin. Il n'y avait aucune sortie propre. J'ai arrêté d'arpenter la pièce. J'ai regardé la carte numérique géante sur le mur montrant le flux complexe de mon capital à travers le globe. Je n'avais pas bâti un empire de 70 milliards de dollars en étant faible, indécis ou sentimental. Je l'avais bâti en étant chirurgical. Je l'avais bâti en contrôlant tout le plateau de jeu. Je me suis tourné vers Maya, ma voix se transformant en une glace absolue et impardonnable. Je lui ai dit que nous achetions Apex Tech. Nous l'achetions sous le nez de Victor. Maya avait l'air totalement choquée. Elle m'a rappelé le cas de mes parents. Je l'ai regardé droit dans les yeux, le bibliothécaire calme s'effaçant complètement pour ne laisser que le PDG impitoyable. Je lui ai dit que mes parents avaient fait leur lit quand ils avaient secrètement hypothéqué l'héritage de notre famille sans consulter tout le conseil, sans me le dire. Mais je ne laisserai absolument pas Harrison gagner. Et je ne laisserai pas Victor traîner notre nom de famille dans la boue d'un tribunal de faillite humiliant. J'ai décroché la ligne téléphonique hautement sécurisée et j'ai composé directement Tokyo. Monsieur Yamamoto a répondu dès la toute première sonnerie. Je l'ai salué en tant que Monsieur Vance. Il a répondu dans son anglais calme et digne. J'ai dit à Monsieur Yamamoto que j'étais prêt à finaliser l'acquisition. Les fonds colossaux étaient débloqués, mais j'avais une condition stricte et non négociable. Je voulais signer les papiers finaux à 7h15 précise le vendredi matin, exactement une heure avant que mon frère, avant que Kensington Industries ne soit programmé pour boucler leur affaire. Yamamoto a ricané doucement dans le combiné. Il appréciait toujours le timing stratégique et impitoyable. Il a accepté instantanément, promettant que les contrats seraient exécutés à 7h15 tapante. J'ai raccroché le téléphone. La tempête arrivait, et c'était moi qui allais faire tonner la foudre. J'allais laisser ma famille faire l'expérience de la terreur absolue de tout perdre ce qu'ils chérissaient. C'était le seul moyen de briser complètement leur arrogance, de briser l'illusion toxique dans laquelle ils vivaient depuis des décennies. Et puis, quand ils seraient à genoux à regarder dans l'abîme financier terrifiant, je leur montrerai exactement qui ils avaient ridiculisé toutes ces années. Je pensais être préparé aux retombées, mais rien ne pouvait me préparer au chaos pur du gala d'anniversaire. Le jeudi soir est arrivé, apportant avec lui l'atmosphère suffocante et incroyablement toxique du gala du 40e anniversaire des Kensington. Tout le domaine étalé était éclairé comme un phare géant de fausse prospérité.
cachant désespérément la grande décomposition financière pourrie qui guettait juste sous ses fondations. Avant de me rendre au domaine, je me suis arrêté chez mon barbier privé, Félix. Félix était un vrai maître de son art, opérant depuis une petite boutique anonyme du centre-ville qui desservait des clients haut de gamme cherchant la discrétion. C'était aussi le meilleur auditeur de la ville, une éponge invisible pour les sombres secrets de l'élite. Alors qu'il me taillait soigneusement et méticuleusement les cheveux, il lâchait occasionnellement des morceaux de ragots très sensibles. Il avait entendu parler par les riches clients qui s'étaient assis dans son fauteuil plus tôt cette semaine-là. Félix coupait en rythme près de mon oreille, sa voix basse. Il m'a dit que mon frère était dans sa boutique hier. Il a dit que Victor était incroyablement bruyant, parlant agressivement sur son téléphone portable tout le temps, ignorant complètement les règles de politesse de base. Félix a noté que Victor se vantait sans fin d'une transaction technologique colossale, prétendant qu'il allait être le roi absolu de la ville d'ici demain matin. J'ai regardé mon reflet dans le grand miroir. J'avais l'air exactement le même, le bibliothécaire calme et sans histoire dans une simple chemise boutonnée. Mais derrière mes yeux, un incendie géant et incontrôlable meurtrissait tout. J'ai calmement répondu à Félix en lui demandant si c'était bien le cas. Félix a hoché la tête, passant une serviette chaude et apaisante sur mes épaules. Il a encore baissé la voix, mentionnant une rumeur sombre et terrifiante qui se répandait dans le quartier financier. Les gens chuchotaient que la société de capital investissement de Harrison était fortement endettée en ce moment. Félix a expliqué que si l'affaire que faisait Victor ne passait pas parfaitement, Harrison allait exécuter agressivement des prises de contrôle hostiles sur tous ses débiteurs juste pour sauver sa propre peau. Félix a appelé cela un bain de sang qui n'attendait que d'arriver. J'ai sincèrement remercié Félix, lui étendu un pourboire croquant de $100, et suis sorti dans l'air frais et piquant de la soirée. Les pièces étaient toutes parfaitement placées sur le plateau. Le mat final n'était plus qu'à quelques heures. Je suis allé dans ma vraie maison, un penthouse moderne et étalé de $60 millions surplombant l'océan déchaîné, dont ma famille ne savait absolument rien. Je me suis douché dans une salle de bain en marbre et me suis habillé soigneusement dans un costume bleu nuit sur mesure taillé spécifiquement pour moi à Londres. Il n'avait pas de logo de designer tape à accent grave l'œil. Il ne criait pas pour attirer l'attention comme les vêtements de Victor. C'était l'armure calme et profondément sobre d'un homme qui détenait réellement un pouvoir inimaginable, pas seulement la fragile illusion de celui-ci. J'ai quitté le penthouse, pris l'ascenseur privé et sécurisé jusqu'au garage souterrain. Je suis passé devant ma collection impressionnante de véhicules de luxe et ai délibérément choisi de conduire ma berline fiable et complètement banale vieille de 5 ans. Il s'agissait de maintenir le récit prudent jusqu'au tout dernier moment. Quand je me suis arrêté au grand portail en fer du domaine Kensington, le contraste était presque comique dans son absurdité. L'allée circulaire en pavé était une parade de richesse absurde et fortement endettée. J'ai garé ma modeste berline étroitement entre une Ferrari rouge cerise et une Lamborghini noire élégante. Une Rolls-Royce argentée tournait au ralenti près de la grande entrée, et une Porsche personnalisée était garée imprudemment sur la pelouse tondue. Le voiturier en uniforme a pris mes clés avec un regard à peine voilé de pitié pure, s'essuyant les mains gantées comme si le simple fait de toucher mon volant l'avait d'une manière ou d'une autre sali. J'ai grandi les grands escaliers en pierre et suis entré dans le grand hall résonnant. La maison sentait intensément les orchidées coûteuses, les viandes rôties et une épaisse sous-couche de désespoir. Un quatuor à cordes professionnel jouait de la musique classique dans le coin, essayant de couvrir les conversations bruyantes et vantardes. Des femmes dans des robes de soirée de grands couturiers lourdement perlées et trop chères et des hommes dans des tuxedos rigides et inconfortables déambulaient dans les pièces, serrant des coupes de champagne en cristal, faisant semblant que leur vie était absolument parfaite. Presque immédiatement après être entré, j'ai été intercepté par ma tante Béatrice. Béatrice était une femme amère et profondément malheureuse qui survivait entièrement grâce au gin, à d'énormes chèques de pension alimentaire de son 3e divorce, et au fait de juger les choix de vie des autres. Elle a eu un hoquet dramatique, serrant ses perles, me regardant de haut en bas comme si j'avais traîné de la boue de chien sur le tapis perçant hors de prix. Elle a ricané, faisant la choquer que je sois réellement venu. Elle a agressivement remis en question mon costume, demandant si je l'avais loué, priant pour que je n'ai pas dépensé tout mon budget de course pour cela. Elle a même cruellement proposé de me donner un des vieux costumes jetés de Victor. J'ai refusé de mordre à l'hameçon. J'ai souri doucement, pris un verre d'eau pétillante à un serveur qui passait, et lui ai dit que c'était incroyablement bon de la voir aussi. Ma mère, Diana, est rapidement apparue de la pièce bondée. Elle avait l'air incroyablement stressée, son sourire tendu et terrifié artificiel.
Elle m'a attrapé le bras avec force, ses ongles manucurés s'enfonçant douloureusement dans ma manche, et m'a tiré physiquement à l'écart dans une alcôve sombre et silencieuse. Elle m'a sifflé dessus, son lourd collier de diamants étincelant vivement sous le lustre en cristal. Elle a exigé que je reste simplement à l'arrière-plan ce soir. Elle a expliqué frénétiquement que Victor faisait une annonce historique géante plus tard dans la soirée. Elle a prétendu que les investisseurs les plus importants de tout l'État étaient tous ici. Elle m'a explicitement ordonné de ne pas embarrasser la famille en parlant de mes petits clubs de lecture ou de mon salaire pitoyable de bibliothécaire, me disant de juste me tenir dans le coin et de sourire. Ma voix était d'un calme absolu quand j'ai répondu. Je lui ai dit que je ne rêverais pas de voler la vedette précieuse de Victor. 1 heure plus tard, la tension dans la pièce a atteint son comble. Mon père a fait teinter son verre en cristal fort avec une lourde cuillère en argent. La grande pièce est devenue muette. Richard se tenait au grand escalier majestueux, son bras entourant fermement ma mère. Il a fait un long discours hypocrite, égocentrique et agonisant sur les valeurs familiales, l'héritage et la valeur suprême du travail acharné. Les mots sonnaient complètement creux, malades et tordus pour moi, sachant avec une certitude absolue qu'il avait secrètement hypothéqué cette maison même, risquant la garde de tout son héritage par pure avidité sans mélange. Puis, rayonnant de fausse fierté, il a fièrement donné la parole à Victor. Victor s'est avancé, étincelant pratiquement d'arrogance. Son visage rouge à cause du champagne bon marché et d'une confiance non méritée. Il a regardé la pièce bondée et ses yeux se sont intentionnellement verrouillés directement sur les miens tout au fond de la pièce. Sa voix a résonné agressivement, faisant écho sur les plafonds voûtés. Il a remercié tout le monde d'être là, mais a déclaré que ce soir était une célébration de l'avenir. Il a annoncé que depuis des mois, Kensington Industries travaillait sans relâche sur une acquisition monumentale. Il a promis que d'ici demain matin, il posséderait officiellement Apex Tech, se vantant qu'il contrôlerait complètement le marché. La pièce a explosé en applaudissements lèche-bottes et tonitruants. Mon père rayonnait d'une fierté intense. Ma mère a essuyé une larme totalement fausse de son œil parfaitement maquillé. Harrison, debout près du bar ouvert, a levé son verre vers Victor avec un sourire prédateur, écœurant et complice. Victor a attendu que les applaudissements bruyants se calment complètement avant de me regarder à nouveau directement. Il ne pouvait simplement pas résister. Il avait un besoin pathologique de tourner le couteau devant tout le monde. Avec sa voix dégoulinante d'un sarcasme lourd et cruel, Victor a dit à la foule que certaines personnes dans cette famille croient réellement que rester assis dans une pièce calme à lire des livres inutiles est une noble vie. Il a ricané qu'en réalité, dans le monde réel, il faut des tripes et de l'action. Il a déclaré que pendant que certaines personnes organisent des étagères poussiéreuses, il bâtit un empire de plusieurs millions de dollars. La foule a ricané docilement. Quelques personnes se sont réellement retournées pour me regarder avec une pitié absolue et une honte par procuration profonde. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec mon frère une seule seconde. J'ai gardé ma posture parfaitement droite. J'ai gardé mon petit sourire complice. J'ai bu une lente gorgée très délibérée de mon eau. Ma voix s'est portée clairement et nettement à travers la pièce soudainement silencieuse et incroyablement tendue. J'ai félicité Victor publiquement, mais j'ai ajouté que j'avais toujours lu qu'il ne fallait jamais compter ses poulets avant qu'ils ne soient éclos. J'ai fait une pause, laissant le silence planer avant d'ajouter, surtout quand on ne possède même pas la ferme. Le sourire suffisant et à claque de Victor a vacillé pendant une fraction de seconde. Il détestait absolument quand j'utilisais la logique contre lui. Il détestait quand je ne me tapissais pas de peur. Il s'est rapidement ressaisi, affirmant agressivement qu'il avait les meilleurs avocats du monde, que tout était signé, et m'a insulté en disant que je ne comprendrais pas le vrai monde des affaires s'il me frappait au visage. J'ai répondu incroyablement doucement, mais avec une finalité absolue, je suppose que nous verrons tous exactement ce que les journaux du matin ont à dire. Je lui ai tourné le dos et suis sorti directement de la fête, laissant Victor me fixer le dos dans une confusion absolue. J'avais une longue nuit critique devant moi et il n'avait absolument aucune idée que la tempête était déjà arrivée et qu'elle allait tous les emporter. Je pensais que la pire partie de toute cette épreuve était l'humiliation publique à cette fête. J'avais tellement tort. Le vrai cauchemar allait être ce qui se passerait quand le soleil se lèverait et que la réalité brutale de mon empire de 70 milliards de dollars s'effondrerait sur leurs lives fragiles et fortement endettés. Je n'ai pas dormi une seule seconde ce jeudi soir après avoir quitté l'atmosphère suffocante et toxique du gala d'anniversaire de mes parents. J'ai conduit ma berline calme et banale à travers les rues vides trempées de pluie du quartier financier. Mon esprit fonctionnait à 1000 km à l'heure,
traitant des clauses juridiques complexes, calculant des fuseaux horaires mondiaux, et passant en revue chaque scénario possible pour le matin. Je me suis garé dans le garage souterrain de la bibliothèque centrale vers 3 heures du matin. Le grand bâtiment était complètement sombre. C'était une forteresse silencieuse de pierre et de savoir détenant le plus grand secret financier du monde d'entreprise moderne. J'ai déverrouillé les lourdes portes en verre, désactivé les systèmes de sécurité complexes, et marché dans les allées sombres et silencieuses de livres. L'odeur familière du papier vieillissant et des reliures en cuir m'a ancré instantanément. Cet endroit était mon sanctuaire. C'était le seul endroit dans le monde entier où je ressentais un vrai sens du contrôle et du but. Je suis entré dans mon modeste bureau, et enclenché les serrures biométriques sur le faux mur derrière les classeurs, et suis entré dans la salle des serveurs glaciales et régulés en température de Vance Global Partners. Maya était déjà là. Elle n'avait pas dormi non plus. Elle était assise devant une grande banque de moniteurs lumineux, tenant une tasse de café noir, ses yeux balayant des flux infinis de données financières brutes affluant des marchés asiatiques. Nous n'avons même pas échangé une salutation verbale. Nous n'en avions simplement pas besoin. La gravité de ce que nous étions sur le point de faire pendait dans l'air froid comme un poids physique. Nous étions sur le point d'exécuter une manœuvre financière hostile qui enverrait des ondes de choc gigantesques à travers Wall Street, ruinerait complètement un acteur majeur de l'entreprise, et détruirait totalement la réalité fabriquée de richesse et de supériorité de ma famille. À 6 heures précises du matin, les réseaux d'information financière ont commencé à diffuser leurs analyses d'avant-marché. Maya s'est penchée et a réactivé le son de l'écran de télévision centrale. Diffusé en haute définition à des millions de téléspectateurs, se trouvait mon frère Victor. Il faisait une interview en direct à distance avec un présentateur financier majeur d'une chaîne importante. Il avait l'air incroyablement suffisant, portant un costume sur mesure tout neuf, ses cheveux parfaitement coiffés malgré leur précoce. Il se tenait directement dans le hall en marbre somptueux de Kensington Industries, jouant le rôle du PDG visionnaire à la perfection absolue. Le présentateur lui a posé des questions directement sur les rumeurs persistantes entourant sa stratégie d'expansion agressive et ses récents emprunts colossaux. Victor a souri. C'était ce même sourire prédateur et arrogant qu'il m'avait lancé la nuit précédente lorsqu'il m'avait humilié publiquement devant 200 personnes. Il s'est penché vers le micro et a dit au présentateur que Kensington Industries était sur le point de sécuriser un héritage qui dominerait le secteur technologique pour les 50 prochaines années. Il s'est vanté ouvertement de ses brillantes tactiques de négociation. Il a fortement fait allusion à l'affaire Apex Tech sans nommer officiellement l'entreprise, prétendant qu'il était sur le point de contrôler la chaîne d'approvisionnement la plus vitale du monde moderne. Il a audacieusement déclaré que son vaste portefeuille d'immobilier commercial et son sens des affaires inégalé le rendaient complètement intouchable sur le marché volatile actuel. Il a prétendu que sa promotion prochaine de certains dirigeants remodèlerait l'industrie. Il était absolument ivre de son propre pouvoir perçu. Il se prélassait dans la douce lueur d'une victoire publique qu'il n'avait même pas encore officiellement sécurisée. J'ai regardé l'écran lumineux avec une expression complètement neutre. Victor était tellement aveuglément arrogant, tellement profondément ancré dans son propre narcissisme toxique qu'il n'a jamais pris la peine de vérifier les informations que son avocat très cher lui fournissait. Il supposait simplement qu'il était la personne la plus intelligente de n'importe quelle pièce parce que nos parents avaient passé 30 ans à lui dire qu'il était un génie. Il ne s'est jamais demandé pourquoi une affaire de cette ampleur avançait si vite, ou pourquoi l'équipe juridique adverse offrait si peu de résistance. Maya a tapé rapidement sur son clavier mécanique, affichant un écran crypté secondaire. Elle a annoncé qu'elle avait une interception directe sur les emails professionnels de Simon. Elle a noté que sa voix était tendue par une intense concentration. Elle a expliqué que Simon venait d'envoyer à Victor un message de confirmation finale. Simon a explicitement dit à Victor que les contrats finaux étaient imprimés. Les comptes séquestres géants étaient amorcés et chargés, et les dirigeants d'Apex l'attendaient dans la salle du conseil à 8h15 précise. Simon jouait son rôle traître à la perfection. Il tenait la main de Victor et le menait droit au bord du précipice financier. Je lui ai demandé pour Harrison. Ma voix était complètement froide, dépouillée de toute affection familiale. Maya a confirmé le statut de Harrison en affichant une toile complexe de transferts financiers et de dépôts juridiques. Elle a expliqué que la société de capital investissement de Harrison était en alerte maximale. Harrison avait une équipe impitoyable de liquidateurs d'actifs en attente dans une salle de conférence. À la seconde exacte où Victor signerait ses papiers viciés et que le prêt prédateur déclencherait un défaut, Harrison était complètement prêt à commencer à dépouiller lentement les actifs immobiliers de mes parents.
Il avait l'acte physique du domaine Kensington complètement préparé pour un transfert immédiat. Il était entièrement prêt à saigner ma famille à blanc dès la minute où Victor ferait l'erreur finale. Harrison ne se souciait pas de l'amitié ou de l'héritage. Il ne se souciait que des profits colossaux qu'il allait faire sur la destruction totale de ma famille. J'ai regardé l'horloge numérique sur le mur. Il était 7h10 du matin. Nous avions exactement 5 minutes avant que les marchés de Tokyo ne passent à leur phase finale. Nous avions exactement 5 minutes avant que je ne change le cours de l'histoire de ma famille pour toujours. J'ai décroché la ligne téléphonique sécurisée et fortement cryptée. La connexion avec Tokyo était claire comme du cristal, complètement introuvable. Monsieur Yamamoto attendait à l'autre bout avec tout son conseil d'administration. Je pouvais clairement entendre les chuchotements feutrés et profondément respectueux de sa grande équipe juridique en arrière-plan. Monsieur Yamamoto m'a salué en tant que Monsieur Vance. Il a répondu dans son anglais calme et digne. J'ai dit à Monsieur Yamamoto que j'étais prêt à finaliser l'acquisition. Les fonds colossaux étaient débloqués, mais j'avais une condition stricte et non négociable. Je voulais signer les papiers finaux à 7h15 précise le vendredi matin, exactement 1 heure avant mon frère, avant que Kensington Industries ne soit programmé pour boucler leur affaire. Yamamoto a ricané doucement dans le combiné. Il appréciait toujours le timing stratégique et impitoyable. Il a accepté instantanément, promettant que les contrats seraient exécutés à 7h15 tapante. J'ai raccroché le lourd combiné. Il était exactement 7h15 du matin. L'encre numérique était complètement sèche. L'affaire monumentale était conclue. Je possédais officiellement l'avenir du marché mondial des puces électroniques. Je possédais l'entreprise exacte pour laquelle mon frère avait imprudemment hypothéqué l'existence entière de mes parents pour l'acheter. Maya m'a regardé, ses mains survolant prudemment le clavier. La dernière étape dévastatrice était le communiqué de presse. Nous avions gardé Vance Global Partners complètement dans l'ombre pendant 8 longues années. Personne dans le monde des affaires ne savait qui j'étais. Personne ne savait que le bibliothécaire public aux manières douces déplaçait agressivement les marchés mondiaux et rachetait des conglomérats internationaux. Révéler cette information au public détruirait définitivement ma paix tranquille. Mais c'était la seule arme suffisamment puissante pour briser complètement l'illusion de Victor et sauver ma famille du piège de Harrison. J'ai pensé à mon père assis dans son bureau en acajou à me dire qu'un diplôme en commerce pour moi était un gaspillage d'argent total et un investissement terrible. J'ai pensé à ma mère pleurant amèrement parce que mon travail de bibliothécaire n'était pas assez glamour pour que ses amis du country club l'admirent. J'ai pensé à Victor debout devant 200 personnes riches m'humiliant publiquement et me traitant de honte totale pour le nom. J'ai donné à Maya l'ordre final. Je lui ai dit de tout publier. Je lui ai ordonné de s'assurer absolument que Simon reçoive une copie personnelle haute priorité directement sur sa boîte de réception privée afin qu'il sache exactement qui venait de détruire toute sa carrière juridique. Maya a appuyé sur la touche finale. Le communiqué de presse méticuleusement préparé a été instantanément envoyé à chaque média d'information financière majeur, à chaque salle de marché chaotique, et à chaque boîte de réception d'entreprise sur Wall Street. Le titre était simple, brutal et bouleversait complètement le monde. Je me suis renversé dans mon fauteuil ergonomique, et pris ma tasse de café qui refroidissait, et ai attendu que le monde explose. J'ai toujours pensé que le silence dans la bibliothèque était paisible, mais le lourd silence juste avant qu'une tempête géante ne frappe est le son le plus terrifiant au monde. Il a fallu exactement 12 minutes agonisantes pour que les marchés financiers mondiaux réagissent au gigantesque transfert de données. À 7h27 du matin, les bandeaux défilant au bas des réseaux financiers ont soudainement clignoté au rouge vif. Des bannières d'informations urgentes de dernière minute ont violemment remplacé la programmation matinale standard sur chaque chaîne. Les présentateurs chevronnés à l'écran ont soudainement arrêté leur bavardage poli et décontracté. Ils ont pressé leurs doigts sur leurs oreillettes, l'air complètement désorientés et visiblement choqués par les informations qui leur étaient transmises par leurs producteurs. L'un des principaux présentateurs sur Bloomberg a regardé directement dans l'objectif de la caméra, ses yeux grands ouverts par un incroyable sang-froid. Le présentateur a annoncé au monde qu'ils avaient une histoire de dernière minute sans précédent qui traversait le fil d'actualité à ce moment précis. Sa voix était tendue par un choc véritable. Il a déclaré que l'acquisition très attendue d'Apex Tech venait d'être finalisée, mais il a souligné qu'elle n'avait absolument pas été acquise par Kensington Industries. Il a expliqué que dans une manœuvre nocturne stupéfiante et complètement imprévue, Apex Tech avait été complètement racheté par Vance Global Partners, la société de capital investissement très secrète actuellement évaluée à plus de 70 milliards de dollars.
De plus, le présentateur a déclaré que Vance Global avait officiellement révélé sa charte d'entreprise pour la première fois de son histoire, révélant complètement son fondateur et unique PDG. Il a fait une pause pour un effet dramatique avant de lâcher la bombe finale. L'architecte derrière ce gigantesque empire mondial était Julian Kensington. Une photo géante haute résolution de mon visage a clignoté à l'écran juste à côté du logo d'entreprise d'Apex Tech. C'était une photo prise lors d'un événement caritatif à la bibliothèque il y a des années. Je portais un simple pull, souriant poliment. Le contraste entre mon apparence humble et l'évaluation de 70 milliards de dollars défilant sous mon nom était absolument saisissant. Maya et moi avons regardé l'écran dans un silence lourd et absolu. Les dominos géants de l'entreprise tombaient nettement plus vite que ce que j'avais calculé. À 7h45 précise, mon téléphone portable privé a commencé à vibrer violemment sur le bureau en bois. C'était Victor. Il appelait encore et encore, l'écran lumineux faisant clignoter son nom comme une sirène d'avertissement désespérée et mourante. Je l'ai laissé sonner 5 fois de suite, regardant l'écran éclairer la pièce sombre avant de décrocher calmement et de le porter à mon oreille. Victor a hurlé mon nom dans le combiné avec un niveau de terreur pur que je n'avais jamais entendu chez un autre être humain. Sa voix était complètement méconnaissable. Elle était aiguë, frénétique et fortement empreinte d'une terreur absolue et sans mélange. Il a exigé de savoir ce qui se passait bordel. Il a hurlé que les réseaux d'information disaient mon nom en direct à la télévision. Il a crié qu'il prétendait que Vance Global avait acheté Apex Tech. Il a agressivement exigé que je lui dise que c'était une plaisanterie de mauvais goût, que c'était une sorte d'erreur géante et tordue faite par la presse financière. Je lui ai répondu avec une voix aussi calme et stable que les battements d'un cœur au repos. Je lui ai dit bonjour. Je lui ai rappelé que je lui avais explicitement dit la nuit précédente de ne pas compter ses poulets avant qu'ils ne soient éclos. J'ai déclaré simplement et clairement que je possédais Apex Tech. Je l'ai informé que l'affaire avait officiellement été bouclée à 7h15 ce matin-là. Je lui ai dit qu'il était entièrement trop tard. Victor a rugi dans le téléphone, hurlant que c'était complètement impossible. J'entendais le son distinct de verre lourd se brisant violemment en arrière-plan, comme s'il venait de jeter un cadre photo ou un prix coûteux à travers son bureau somptueux dans une rage aveugle. Il a hurlé que Simon avait promis que l'affaire était verrouillée. Il a crié que Simon possédait tous les papiers finalisés. Il a essayé de m'insulter, hurlant que j'étais juste un pauvre bibliothécaire. Il a crié que je ne possédais pas 70 milliards de dollars et que je ne savais absolument rien du vrai monde des affaires. J'ai lâché le marteau absolu sur lui, gardant mon ton complètement impitoyable. Je lui ai dit que Simon lui avait menti. J'ai expliqué que Simon était sur ma fiche de paie directe depuis 8 années entières. J'ai révélé que Simon était l'avocat exact qui avait monté la structure complexe de Vance Global Partners pour moi. J'ai expliqué que Simon avait vu exactement à quel point Victor était désespéré de faire ses preuves auprès de notre père. Alors, Simon l'avait alimenté en documents totalement fabriqués pour gonfler artificiellement ses propres heures facturables. J'ai dit à Victor que Simon l'avait pris pour un imbécile fini. J'ai déclaré clairement que toute la stratégie d'acquisition agressive de Victor était bâtie sur des fondations de sable et de mensonges flagrants. Il y a eu un long silence terrifiant à l'autre bout de la ligne sécurisée. Je pouvais clairement entendre Victor respirer lourdement, son souffle se saccadant. Les engrenages de son esprit essayaient désespérément de traiter la réalité catastrophique de sa situation désastreuse. Sa voix s'est soudainement brisée. La grande arrogance complètement dépouillée, ne laissant qu'un homme terrifié et incompétent. Il m'a supplié de me retirer de l'affaire. Il m'a supplié d'annuler le virement géant. Il a pleuré que s'il ne bouclait pas son affaire avant 8h15, sa vie était finie. Il a sangloté que je ne comprenais pas ce qu'il avait fait pour sécuriser le financement. Il a mentionné le capital qu'il avait levé, les prêts prédateurs géants qu'il avait pris. J'ai interrompu ses supplications pitoyables. Je lui ai dit que je savais exactement ce qu'il avait fait. J'ai énuméré ses crimes contre notre famille. Je lui ai dit que je savais qu'il avait agressivement surendetté Kensington Industries au-delà de toute réparation. Je lui ai dit que je savais qu'il était allé supplier Harrison. Je lui ai dit que je savais qu'il avait secrètement hypothéqué le domaine bien-aimé de nos parents, complètement liquidé leur compte de retraite, et risqué les fonds de fiducie générationnelle sans leur entière compréhension. Je lui ai dit qu'à cause de son ego aveuglant et toxique, nos parents faisaient actuellement face à une faillite totale et à un procès destructeur géant de la part d'un prêteur prédateur. Victor s'est écrié comme un enfant terrifié. Il a hurlé que puisque je possédais Apex,
je devais les sauver. Il a exigé que j'absorbe la dette colossale. Il m'a supplié de rembourser Harrison pour sauver sa réputation et son grand salaire. Je lui ai dit très doucement que je n'avais pas acheté Apex Tech pour le sauver. J'ai expliqué que je l'avais acheté pour l'empêcher définitivement de détruire complètement l'héritage de cette famille par son incompétence pure et sans frein. Je lui ai rappelé qu'il avait passé toute sa vie à se moquer de mon existence. Je lui ai rappelé qu'il s'était tenu devant 200 personnes la nuit précédente et m'avait traité de honte totale pour le nom. Je lui ai dit que le bibliothécaire calme venait de surclasser le PDG bruyant. Je lui ai ordonné de vérifier sa boîte de réception professionnelle car je venais de lui envoyer une copie personnelle de l'acte final. J'ai raccroché le téléphone et instantanément bloqué son numéro de mon appareil. Moins de 2 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, l'identifiant de l'appelant affichait ma mère, Diana. J'ai répondu immédiatement, me préparant à l'hystérie récurrente. Elle a hurlé mon nom dès que l'appel s'est connecté. Sa voix était complètement hystérique, frôlant clairement une crise de panique totale. Elle a crié que mon père avait de sévères douleurs thoraciques dans le salon. Elle a pleuré que les membres du conseil du country club les appelaient non-stop. Elle a hurlé que la banque principale appelait chaque ligne de la maison. Elle a sangloté que Harrison venait d'appeler et avait agressivement hurlé sur mon père à propos d'un prêt géant en défaut. Elle a exigé de savoir ce qui se passait. Elle a hurlé que la télévision prétendait que j'étais milliardaire. Elle m'a supplié de lui dire la vérité. Je lui ai ordonné de m'écouter très attentivement et lui ai dit de respirer. J'ai projeté une voix d'une autorité absolue et incontestable, une voix qu'elle n'avait jamais entendue de ma part auparavant. Je lui ai dit que notre famille était dans un danger financier immédiat et extrême. J'ai expliqué que Victor avait commis une erreur commerciale catastrophique et impardonnable. Je l'ai informé que Victor avait hypothéqué sa maison et tout son avenir financier à Harrison et que l'affaire géante venait de s'effondrer entièrement. Je lui ai dit que Harrison se préparait actuellement à saisir légalement tous leurs biens restants. Ma mère a sangloté de manière incontrôlable. La réalité brutale de sa pauvreté imminente l'a frappée comme un train de marchandises fou. La pensée terrifiante de perdre son précieux statut social, de faire face à un divorce public profondément humiliant à cause de finances cachées, et de perdre le grand domaine était en train de la détruire activement en temps réel. Elle a pleuré qu'ils étaient ruinés, répétant la phrase encore et encore dans un désespoir pur. J'ai coupé sa panique nettement. Je lui ai dit qu'il n'était pas encore ruiné. J'ai déclaré que je possédais le pouvoir absolu d'arrêter l'assaut juridique de Harrison. J'ai affirmé que j'avais le capital liquide pour sauver complètement le domaine de la saisie, mais je lui ai dit fermement que je n'allais pas négocier cela par un appel téléphonique. Je lui ai ordonné, à elle, à mon père et à Victor, de venir chez moi ce soir-là à 18h précises. Je lui ai dit que nous allions avoir une réunion de famille obligatoire et que nous allions établir des règles extrêmement strictes concernant leur avenir. Elle a bafouillé dans une confusion profonde, me demandant si je voulais dire mon petit appartement près de la bibliothèque. Je l'ai corrigé immédiatement. Je lui ai dit que je voulais dire ma vraie maison. J'ai affirmé que je lui enverrais l'adresse par SMS et l'ai strictement averti de ne pas être en retard. J'ai mis fin à l'appel et ai posé le téléphone face contre le lourd bureau en bois. Maya me regardait avec un mélange complexe d'admiration et de respect professionnel profond. La tempête géante s'était enfin brisée sur la ville, et la pluie torrentielle lavait violemment des décennies de mensonges, d'arrogance toxique et de faux prestige. J'avais complètement aplani le terrain de jeu et détruit leur fausse réalité. Mais la partie la plus difficile était encore à venir. Je devais regarder mes bourreaux directement dans les yeux et leur montrer le monstre puissant que leur cruauté de toute une vie avait par inadvertance créé. À 17h30 ce soir-là, les marchés financiers mondiaux avaient officiellement fermé pour la journée, et mon nom était fortement en tendance au tout sommet de chaque grande plateforme de médias sociaux et d'information dans le monde entier. L'histoire incroyable du bibliothécaire public calme et sans histoire, qui avait secrètement bâti une firme géante de capital investissement de 70 milliards de dollars et exécuté une prise de contrôle d'entreprise impitoyable et parfaitement orchestrée de la société cible de son propre frère, était la sensation virale ultime. Les analystes chevronnés de Wall Street appelaient universellement cela la manœuvre hostile exécutée de manière la plus brillante et la plus chirurgicale de toute la décennie. J'ai délibérément quitté la bibliothèque centrale par une sortie arrière non marquée et hautement sécurisée pour éviter la nuée géante de paparazzi agressifs, de reporters financiers désespérés et de curieux qui avaient complètement barricadé l'entrée principale du bâtiment. J'ai pris une voiture privée sécurisée aux vitres teintées pour retourner à ma résidence principale dans l'Upper East Side.
Mon Pentouse était l'antithèse frappante du domaine historique lourdement encombré et agressivement orné de mes parents. C'était un espace étalé de 550 mètres carrés d'architecture moderne minimaliste doté de grandes baies vitrées du sol au plafond qui offrait une vue panoramique époustouflante et complètement dégagée sur l'océan sombre et la ligne d'horizon lumineuse de la ville. C'était silencieux, impénétrable et incontestablement puissant. Il n'avait pas besoin de moulures dorées ou de vases anciens pour prouver sa valeur immense. À 18 heures précises, l'ascenseur privé sécurisé a tinté doucement, et les lourdes portes en acier poli ont glissé pour s'ouvrir dans mon grand hall. Mon père, Richard, est sorti de l'ascenseur en premier. Il semblait avoir physiquement vieilli de 20 ans en une seule journée brutale. Son visage était pâle et tiré. Ses épaules étaient lourdement affaissées par la défaite, et son costume sur mesure incroyablement cher semblait soudainement creux et trop grand sur sa silhouette vaincue. Ma mère l'a suivi de près, serrant son sac à main de grand couturier coûteux contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage désespérée. Ses yeux étaient incroyablement grands, balayant la pièce alors qu'elle assimilait l'échelle inimaginable et le luxe moderne de ma richesse cachée. Enfin, Victor est sorti de la boîte en acier. Il avait l'air complètement et totalement détruit. Le PDG bruyant, arrogant et vantard de la nuit précédente avait entièrement disparu, entièrement effacé. Il était remplacé par un homme terrifié, brisé, hyperventilant, qui venait de réaliser pleinement que toute sa vie, son salaire colossal et son soi-disant génie étaient une illusion fragile et fabriquée. Ils se tenaient blottis ensemble dans le grand hall en marbre, complètement muets, fixant d'un air absent le fils qu'ils avaient passé leur vie à traiter comme une ordure absolue sans valeur. Je me tenais près du grand îlot de cuisine en marbre noir, tenant désinvoltem un verre en cristal d'eau pétillante. Je les ai regardés avec une expression complètement neutre. Je les ai accueillis dans ma maison. Ma voix était calme et stable. Je leur ai poliment fait signe de s'asseoir s'il vous plaît. Ils ont bougé mécaniquement, presque comme des zombies sonnés, vers les grands canapés en cuir sur mesure dans le salon en contrebas. Personne n'a prononcé un seul mot pendant une minute longue et agonisante. Le lourd silence dans la grande pièce était épais d'une culpabilité intense, d'une onde profonde et d'une incrédulité pure et paralysante. Mon père a été la première personne à rassembler enfin le courage de briser le lourd silence. Il a croassé mon nom, sa voix tremblant violemment avec des larmes non versées et une fierté brisée. Il m'a demandé directement si tout était vrai. Il m'a posé des questions sur les reportages télévisés, la somme d'argent géante et l'acquisition complète d'Apex Tech. J'ai marché lentement vers le salon et ai lâché un classeur juridique épais et lourd directement au centre de la table basse en verre avec un bruit sourd et résonnant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que tout était complètement vrai. J'ai déclaré clairement que Vance Global Partners m'appartenait entièrement et exclusivement. J'ai expliqué que j'avais bâti tout l'empire à partir de rien en utilisant mon propre intellect et ma stratégie au cours des 8 dernières années pendant qu'il m'ignorait. J'ai confirmé avec une finalité absolue que j'avais acquis Apex Tech ce matin même. Victor s'est complètement effondré. Il a enfoui son visage au plus profond de ses mains tremblantes, laissant échapper un sanglot pitoyable, étouffé et agonisant. Il s'est écrié que je l'avais complètement ruiné. Il a sangloté que j'avais complètement détruit sa vie. Il a avoué que Harrison l'avait appelé il y a 1 heure. Il a gémi que Harrison exécutait agressivement toutes les clauses de défaut du contrat. Il a pleuré que Harrison venait saisir toute l'entreprise et qu'il venait prendre la maison familiale. J'ai regardé mon frère avec un dégoût absolu. Je lui ai dit, ma voix étant acérée et totalement impardonnable, que Harrison était un vautour. J'ai traité Harrison de prédateur impitoyable. J'ai dit à Victor qu'il avait ouvert aveuglément la porte d'entrée de notre famille et avait volontiers invité le prédateur à l'intérieur. J'ai brutalement disséqué l'échec de Victor. Je lui ai dit qu'il était tellement désespéré de ressembler à un génie financier, tellement incroyablement désespéré de nourrir constamment son ego géant et fragile, qu'il n'avait même pas effectué de vérification préalable de base de l'entreprise. Je lui ai dit qu'il s'était laissé sciemment manipuler par Simon comme un imbécile fini. Je lui ai rappelé qu'il avait imprudemment risqué les économies de tout le fonds d'études de nos parents, leur portefeuille de retraite et leur héritage générationnel juste pour sécuriser une promotion personnelle géante et un salaire plus élevé. Mon père a murmuré dans la pièce silencieuse, fixant d'un air absent le parquet coûteux. La trahison intense de son plus proche allié le coupait activement jusqu'au plus profond de son être. Il a murmuré que Harrison était son meilleur ami. Il s'est rappelé qu'ils jouaient au golf ensemble chaque dimanche depuis 20 ans. Il s'est rappelé que Harrison nous tenait quand nous étions bébés.
Il a demandé à la pièce vide comment Harrison pouvait possiblement faire cela à notre famille. J'ai répondu à sa question naïve avec une réalité froide et brutale. J'ai expliqué que dans le monde des affaires impitoyables, il n'y a absolument aucun ami quand des milliards de dollars d'immobilier de premier ordre reposent sur la table. J'ai dit à mon père que Harrison avait regardé Victor et avait vu un PDG arrogant, profondément incompétent et facilement manipulable. J'ai expliqué que Harrison avait vu une opportunité dorée unique dans une vie de saisir légalement un grand portefeuille immobilier pour des broutilles à travers un prêt prédateur. Je lui ai dit cash que Harrison avait utilisé l'ego géant de Victor comme une arme chargée pour détruire cette famille. Ma mère a commencé à pleurer doucement, versant de vraies larmes de peur intense et de regrets profonds et ignables. Elle m'a supplié, me pliant les mains ensemble. Elle a reconnu qu'il n'avait pas été compréhensif, qu'il m'avait maltraité, mais elle m'a désespérément supplié de ne pas laisser Harrison prendre leur maison. Elle a pleuré qu'il serait complètement ruiné et jeté à la rue. Elle a sangloté que le grand scandale public et le procès qui en résulterait détruiraient absolument la santé de mon père et mènerait à un divorce humiliant. J'ai regardé les trois assis sur mon canapé. Pendant 36 longues et douloureuses années, j'avais profondément désiré leur approbation et leur validation. J'avais désespérément voulu que mon père me regarde avec une vraie fierté au lieu d'une déception. J'avais voulu que ma mère se vante fièrement de mes accomplissements auprès de ses amis au lieu de cacher ma carrière. J'avais voulu que mon frère me traite comme un partenaire égal au lieu d'un punching ball. Mais debout là à ce moment-là, regardant leurs visages brisés, terrifiés et pitoyables, j'ai réalisé avec une clarté absolue que je n'avais plus besoin de leur validation. Je les avais complètement dépassés de toutes les manières concevables. J'ai déclaré clairement que j'avais déjà ordonné à ma grande équipe juridique d'intercepter avec force l'offre de prise de contrôle hostile de Harrison. J'ai regardé la marée géante et désespérée de soulagement laver leur visage pâle. J'ai annoncé que je payais personnellement le prêt prédateur dans son intégralité. J'ai affirmé que je levais complètement la lourde hypothèque sur le domaine historique. Je leur ai promis que Harrison n'aurait pas un seul centimètre carré de la propriété Kensington. Et j'ai juré que j'enterrerais sa société dans un litige sans fin et paralysant s'il essayait seulement de porter plainte contre eux. Mon père a laissé échapper un grand souffle tremblant de soulagement pur, couvrant ses yeux fatigués de sa main. Victor a levé les yeux de ses mains, une lueur de d'espoir pitoyable et désespéré brillant dans ses yeux rouges, gonflés et remplis de larmes. Il pensait qu'il était tiré d'affaire. Il pensait que les choses reviendraient à la normale. J'ai brisé cet espoir instantanément. Ma voix est descendue à un zéro absolu et dangereux. Je leur ai dit que je ne faisais absolument pas ce sauvetage géant gratuitement. J'ai déclaré que je ne les sauvais pas de la ruine financière juste pour qu'ils puissent retourner dans leurs country clubs exclusifs et faire semblant que rien ne s'était jamais passé. J'ai tendu la main dans le classeur lourd, en ai sorti 3 documents juridiques séparés et méticuleusement préparés, et les ai fait glisser avec force sur la table en verre lisse. J'ai regardé directement dans les yeux terrifiés et injectés de sang de mon frère. J'ai dit à Victor qu'il démissionnait officiellement de son poste de PDG de Kensington Industries. Avec effet à cette seconde précise, je l'ai déclaré légalement inapte à diriger toute entité d'entreprise. J'ai annoncé que j'absorbais complètement sa société défaillante comme une filiale mineure et insignifiante sous la grande ombre de Vance Global Partners. Je lui ai dit qu'il conserverait un petit bureau de base dans le service de logistique inférieur, gagnant un salaire standard de niveau débutant. Je l'ai informé qu'il rendrait des comptes directement à Maya chaque jour. Je lui ai donné un ultimatum brutal. S'il refusait de signer le document, je me retirerais complètement, laisserais Harrison le ruiner totalement, et m'assurerais qu'il fasse de la prison fédérale ferme pour négligence grave d'entreprise et fraude financière concernant les fonds d'héritage. Victor a fixé le papier blanc brut, ses mains tremblant violemment, de manière incontrôlable. Il savait avec une certitude absolue qu'il n'avait absolument aucun choix. Il a pris le lourd stylo et a complètement signé toute sa carrière arrogante d'un seul trait. J'ai tourné mon regard froid vers mes parents. Je leur ai dit qu'ils gardaient la maison historique, mais qu'ils étaient officiellement et définitivement coupés de tous les comptes d'entreprise et des fonds de fiducie familiaux. Je leur ai ordonné qu'ils vivraient désormais avec une allocation mensuelle stricte et étroitement surveillée, complètement gérée par mes comptables personnels. J'ai exigé qu'ils n'utilisent plus jamais le nom Kensington pour intimider agressivement les gens, et je leur ai ordonné de ne plus jamais, au grand jamais, manquer de respect à mes choix de vie ou à ma carrière. Mon père a regardé les documents juridiques durs, puis a lentement levé les yeux vers mon visage. Pour la toute première fois de mes 36 ans de vie entière, il n'y avait absolument aucune déception dans ses yeux. Il n'y avait qu'une peur absolue et profonde et un respect lourd,
ignoble et écrasant. Il a pris le stylo sans un seul mot de protestation et a signé son nom. Le vrai vilain dans cette histoire n'était pas seulement mon frère incompétent ou le prédateur Harrison. Le vilain ultime était la culture toxique, abusive et matérialiste de ma propre famille. Et avec quelques signatures rapides sur des documents juridiquement contraignants, je l'avais complètement et définitivement éradiqué de ma vie. 6 longs mois transformateurs se sont écoulés depuis le matin chaotique où j'ai complètement retourné Wall Street et forcé agressivement ma famille à faire face enfin à la réalité brutale et inévitable de leur propre arrogance aveuglante. Le grand cirque médiatique et les nuées infinies de paparazzi ont fini par se calmer comme le cycle des nouvelles le fait toujours inévitablement. Mais le paysage fondamental de ma vie a changé de manière permanente et irréversible. L'intégration complexe d'Apex Tech dans le portefeuille de Vance Global Partners a été complètement fluide, propulsant ma firme dans une position dominante et totalement intouchable sur le marché mondial de la technologie et de l'immobilier. La société de capital investissement prédatrice de Harrison n'a pas survécu aux retombées. Après que ma grande équipe juridique a publiquement et systématiquement mis à nu ses pratiques de prêt hautement anti-éthiques et prédatrices et sa tentative de voler l'héritage de ma famille, il a fait l'objet d'un examen minutieux. Sa firme fait actuellement l'objet d'une enquête géante et dévastatrice menée par plusieurs agences, la SEC et des procureurs fédéraux. Il a perdu sa firme lucrative, toute sa réputation professionnelle, son salaire colossal et sa précieuse adhésion très gardée au country club. Il fait actuellement face à un procès civil géant qui va très probablement le ruiner complètement. Il a essayé de jouer à un jeu dangereux d'échecs financiers et a absolument tout perdu. Quant à ma famille, toute la dynamique toxique a été complètement réécrite à partir de zéro. Victor ne vit plus une vie de luxe absurde. Il travaille dans un emploi standard et éreintant de 9h à 17h, assis à un petit bureau dans le service de logistique de ma filiale nouvellement acquise. Il ne porte plus de costumes italiens sur mesure. Il porte des chemises boutonnées de base. Il ne se vante plus haut et fort dans des restaurants étoilés Michelin coûteux parce qu'il ne peut plus se les offrir avec son strict salaire de débutant. Il est calme, profondément humilié, et apprend enfin la valeur punitive réelle du travail acharné sous la supervision quotidienne incroyablement stricte, impitoyable et vigilante de Maya. Il déteste absolument sa nouvelle réalité banale, mais il sait qu'il est incroyablement et profondément chanceux de ne pas être assis dans une cellule de prison fédérale à faire face à des accusations de fraude d'entreprise. Mes parents vivent toujours dans le grand domaine historique, mais les fêtes extravagantes, superficielles et très coûteuses ont complètement cessé. Mon père, dépouillé de ses titres d'entreprise et forcé à une retraite tranquille, passe ses journées à s'occuper de ses grands jardins, enfin libéré de la pression d'entreprise écrasante et auto-imposée qu'il projetait violemment sur ses fils. Ma mère, forcée de vivre avec un budget mensuel strict et soigneusement surveillé, a réellement commencé à donner de son temps comme bénévole dans un centre communautaire local au lieu de cancaner au country club. Il m'appelle exactement une fois par semaine. Les courtes conversations téléphoniques sont toujours légèrement embarrassantes, remplies de pauses prudentes, mais pour la toute première fois de ma vie entière, ils sont réellement polis et respectueux. Il ne pose jamais de questions sur mon argent, mon portefeuille ou mes acquisitions d'entreprise. Il pose des questions sur mon bien-être personnel. Nous n'aurons absolument jamais une relation familiale parfaite, aimante, de style télévision, et j'ai fait une paix complète avec ce fait. Mais nous avons maintenant des limites incroyablement strictes et nous avons un respect mutuel profond né d'une leçon d'humilité très dure et inoubliable. Malgré le fait ignoble que je sois officiellement et publiquement reconnu comme l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du monde, malgré les invitations quotidiennes infinies à des galas de charité exclusifs, des conseils d'administration d'entreprises très en vue et des collectes de fonds politiques, je n'ai pas déménagé mon bureau quotidien dans un gratte-ciel en verre imposant dans le quartier financier animé. Je suis toujours Julien. Je suis toujours le bibliothécaire en chef calme et dévoué à la bibliothèque centrale de la ville. Je marche toujours dans les allées sombres, paisibles et poussiéreuses chaque matin. Je recommande toujours doucement des biographies historiques aux usagers âgés qui me rendent visite. J'aide toujours à organiser des programmes de lecture stimulants pour les enfants locaux de la communauté. Les gens me reconnaissent définitivement maintenant. Bien sûr, parfois des étudiants en finance ambitieux viennent à la bibliothèque juste pour me serrer la main nerveusement ou demander poliment un bref conseil en affaires. Mais pour la communauté ordinaire de tous les jours, je suis toujours juste le gars serviable dans le gilet confortable qui s'assure que les grandes archives sont parfaitement organisées et accessibles. J'ai délibérément gardé mon modeste travail à la bibliothèque publique parce qu'il me sert d'encre d'ancrage ultime. Il me rappelle constamment exactement qui je suis, d'où je viens, et d'où provient réellement mon pouvoir vrai et ignoble.
Le vrai pouvoir ne consiste pas à crier le plus fort possible dans une salle du conseil d'administration. Il ne s'agit pas du genre de voiture de sport absurdement chère que vous conduisez ou du nombre de personnes vulnérables que vous pouvez intimider avec succès dans un country club exclusif. Le vrai pouvoir est une discipline personnelle absolue et inébranlable. Le vrai pouvoir est une observation calme et impitoyable. C'est la recherche imparable de connaissances et de stratégies réelles pendant que tout le monde autour de vous est occupé à faire du bruit inutile et distrayant. Ma famille pensait vraiment pouvoir dicter ma valeur personnelle en se basant sur leurs métriques toxiques, superficielles et hautement matérialistes. Ils pensaient que ma nature calme et mon amour pour les livres étaient le signe éclatant d'une faiblesse pitoyable. Ils ont appris de la manière la plus dure possible que la personne la plus calme dans la pièce est très souvent la seule personne qui fait réellement attention aux règles du jeu. J'ai bâti un empire de 70 milliards de dollars dans l'ombre, pas seulement pour acquérir une richesse colossale, mais pour acheter de manière sécurisée ma liberté absolue et ignoble face à leurs attentes toxiques et écrasantes. J'ai brisé définitivement le cercle vicieux de l'arrogance générationnelle. Et j'ai protégé avec succès l'héritage physique qu'ils étaient entièrement trop insensés et avides pour protéger eux-mêmes. J'ai prouvé que vous n'avez pas besoin de devenir un monstre pour en vaincre un. Vous devez juste être nettement plus intelligent et infiniment plus patient. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà eu vos choix personnels ridiculisés, votre carrière choisie rabaissée, ou votre vrai potentiel complètement ignoré par les personnes même qui étaient censées vous soutenir le plus? Avez-vous laissé leurs opinions toxiques et mal informées définir votre réalité? Ou avez-vous silencieusement, patiemment bâti votre propre empire dans l'ombre jusqu'à ce que vous soyez enfin prêt à leur montrer la vérité ignoble de votre valeur? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Construisons une communauté forte et solidaire de personnes qui refusent absolument d'être définies par les voix bruyantes, arrogantes et toxiques qui les entourent. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Rappelez-vous, ne jugez jamais un livre à sa couverture parce que vous ne savez jamais quel genre de pouvoir immense se cache à la toute page suivante.